Bonjour Rav Benjamin David. Bonjour, shalom bracha. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de vous pour l'émission Chasseurs d'étoiles. Pourriez-vous vous présenter à nous dans un premier temps et nous raconter en quelques mots votre parcours jusqu'ici? Alors, j'ai fait mon aliyah de France. J'étais à Luchadeir, à Chayavne. Voilà, donc je suis en Israël depuis de longues années. Baruch Hashem, marié, des enfants. Et puis j'étudiais un moment dans un kollel. On étudiait la Torah. Et on a découvert un rabbin à Jérusalem qui s'appelle le Rav Menachem Burstein, qui donnait des cours un peu inédits sur la gynécologie et la halakha. Et nous, en tant qu'élèves de Torah, où on se formait pour être rabbin, on a dit « Waouh, c'est génial, c'est inédit, personne ne le fait ». Donc, on allait régulièrement à ces cours. Et puis, au bout d'un moment, il voyait que je parlais français. Il m'a dit « Tu sais, il y a des gens de France qui m'ont téléphoné. Il faudrait que tu parles avec eux. Je ne sais pas quoi leur répondre, etc. » Et donc, voilà, peu à peu, ce Rav Menachem Burstein, c'est lui qui a créé l'Institut Poua. C'était encore... il était tout seul à l'époque. Et donc, je l'ai aidé. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais, je vais partir en France. J'avais ma grand-mère qui était malade. Je lui ai dit, je vais aller rencontrer des rabbins, je vais leur présenter, je leur dire ce que tu fais, c'est intéressant. Et donc, je suis parti en France, j'ai profité pour aller voir des différents rabbins, des gynécologues. Et puis peu à peu, ça a commencé à monter. Au bout d'un moment, on a créé le département francophone de l'Institut Poua. Donc, il y a déjà plus de 25 ans. Et on est à fond là-dedans. Vous êtes actuellement le directeur de la section francophone du Machon Poua de Jérusalem. Pouvez-vous nous expliquer justement quel est le rôle de cet institut? Alors l'Institut Poua, le Machon Poua, il aurait donc été créé sous l'initiative de l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu. Il a demandé au Rav Menachem Burstein de monter justement un institut pour aider les couples qui sont en mal de fécondité, qui doivent passer des traitements de fécondité. Et à l'époque, c'était encore, je dirais, très tabou. Personne n'en parlait, personne ne connaissait vraiment les sujets. Les implications ilchatiques, au point de vue du judaïsme, au point de vue de la halakha, et puis les implications psychologiques au niveau du couple, etc. C'était des choses qui étaient encore méconnues, je dirais, méconnues dans le monde, d'une manière générale, très tabou, très secret. Les gens avaient honte d'en parler. Et donc... il fallait absolument booster, aider les gens, les accompagner. Et donc, il a créé cet institut, donc il y a à peu près une trentaine d'années. Moi, je suis arrivé après. Et puis, il a mis aussi un système. Il s'est rendu compte que les rabbins étaient très, très réticents à tout ce qui est en rapport avec les traitements de fécondité lorsqu'on passe par les laboratoires. Le sperme dans les laboratoires, les ovocytes dans les laboratoires, les embryons, etc. Et les rabbins étaient très, très réticents parce qu'ils avaient peur. Parce qu'à l'époque, c'était pas réglementé comme aujourd'hui, c'était pas organisé comme aujourd'hui. Ils avaient peur qu'il y ait des mélanges, qu'il y ait des erreurs. Dans le monde, il y avait des articles qui sortaient de temps en temps sur ce type de questions. Et donc, les gens étaient très réticents, les rabbins aussi. Et donc, on a mis un système. Le Rav Menachem Burstein a pensé que si on y avait un système de surveillance rabbinique, comme il y a dans les restaurants, on vérifie qu'on ne mélange pas le lait, la viande. Alors là, ce sera pareil. On vérifiera qu'on ne mélange pas les ovocytes, les embryons, les spermes, etc. Et donc, on a mis ce système en place qui a fait qu'il y a eu un changement dans les mentalités au niveau des rabbins, au niveau des rabbanim, au niveau des poskim, qui ont été beaucoup plus confiants et au plus haut aussi niveau de la population. Donc, on a aujourd'hui un système de surveillance rabbinique dans tous les laboratoires de fécondation in vitro, de préparation de sperme en Israël, et puis aussi en France, et puis en Espagne, et puis aux États-Unis, à Chypre, encore dans d'autres pays où l'Institut Poua s'est développé peu à peu. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous différencie, en dehors justement de cette surveillance rabbinique, d'un institut médical de procréation lambda? Regarde, d'abord, on n'est pas une clinique. On n'est pas un laboratoire, on est un institut de conseil. C'est d'abord la base de l'Institut Poua. On est un institut conseil
où on va conseiller sur, je dirais, sur la connexion entre le côté médical et le côté du judaïsme. D'abord, le côté médical, de faire vraiment un suivi de tout ce qui se fait dans tous les hôpitaux en Israël ou dans le monde, savoir quelles sont les spécialités de chaque médecin, qu'est-ce qu'il fait exactement, quelle est sa spécificité, est-ce qu'il y a quelque chose d'original, quelque chose de nouveau. On essaie, quand on entend dans des conférences internationales des nouveautés, on essaie de les faire venir en Israël. Donc déjà, on va pouvoir être un premier conseil d'orientation, une fois qu'on a vu le dossier médical, ou bien une discussion avec les gens, de savoir vers qui les orienter, et puis leur donner des explications qui sont à leur portée. Alors encore une fois, aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Internet, les gens sont beaucoup plus informés, mais quand on a commencé, c'était encore une fois très tabou, personne ne connaissait rien, et puis les médecins parlaient avec des termes très compliqués, qui n'étaient pas peut-être abordables à tous, et donc nous on a fait, je dirais, une démocratisation du langage, et puis aussi l'adapter aux couples qui sont religieux. Il y a certains mots qui sont peut-être choquants, il y a certaines choses qui sont que la tsniout, la pudeur, il faut trouver la tournure de phrase, etc., etc. Et donc c'est donc déjà le premier rôle de l'Institut Poua. Et puis après de connecter ça aux questions de halakha, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce que dit le judaïsme. Et puis aussi après il y a une autre dimension qui vient, le côté émotionnel, le côté de la émouna. Pourquoi Dieu nous a fait ce fléau, qu'est-ce qu'il nous veut de nous, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de questions qui se réveillent. Et puis, parfois, il y a aussi beaucoup de problèmes personnels qui surgissent, vu qu'on n'aurait pas été en place s'il n'y avait pas eu de problème de fécondité. Et donc, on est obligé le but de l'Institut Poua, c'est de traiter tout ça, et puis de faire ce suivi rabbinique dans les laboratoires, et donc d'aider les gens. Et on ne fait pas de traitement à l'Institut Poua. On les dirige vers des cliniques qui sont reconnues en Israël ou dans le monde par les autorités médicales. Justement, très vite, vous avez dépassé le cadre de la procréation assistée et vous êtes retrouvé à traiter des sujets plus sérieux tels que le don d'organes, les maladies génétiques ou encore l'avortement. C'est pas plus sérieux que les autres. C'est autant sérieux. Quand je dis plus sérieux, c'est-à-dire que on a dépassé justement la procréation assistée qui était le sujet de départ de la mise en place de cet institut. On vous a demandé de vous prononcer, de statuer sur tout ce qui était don d'organes, maladies génétiques, avortement. Justement, comment vous répondez à ces problèmes? Alors, d'abord, c'était d'une manière naturelle. Les couples venaient nous voir, les maris, les femmes venaient nous voir pour des questions de fécondité. Et puis d'une manière naturelle, lorsqu'après les femmes tombaient enceintes, il y avait des questions pendant la grossesse, malformation d'enfants, le fait qu'est-ce que dit le judaïsme sur provoquer un accouchement avant, qu'est-ce qui se passe quand on a des prématurés. Et automatiquement, à partir du moment où on les a conseillés au niveau de la procréation, on était l'adresse naturelle dans la continuité. Et puis après, donc les sujets se sont élargis au fil du temps. Et puis de nos jours, à l'Institut Poua, on chapeaute, je dirais, depuis la gynécologie de la tendre enfance, parce qu'il y a des questions de gynécologie chez des jeunes femmes, des jeunes enfants, jusqu'à la ménopause et des femmes assez âgées. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a aujourd'hui 300 appels par jour à l'Institut Poua. Aujourd'hui, on n'est pas que 2 à l'Institut Poua, on est aujourd'hui un groupe de 15 rabbins. Il y a des femmes qui sont là, qui sont spécialisées dans nos domaines, qui aussi répondent aux femmes. Donc aujourd'hui, on chapeaute, je dirais, toute la gynécologie. Alors, ça peut être des problèmes chez l'enfant au niveau de la puberté, du passage de l'adolescence de l'enfance à l'adolescence, et puis après, au niveau, ça peut être des problèmes hormonaux, ça peut être des problèmes génétiques. On a des questions qui sont en rapport avec des cancers. Aujourd'hui, lorsque un enfant a un cancer, on fait de la préservation de la fécondité. On congèle les ovocytes, on congèle des morceaux d'ovaires, on congèle des morceaux de testicules, etc. Donc c'est des questions, les gens ont besoin d'être accompagnés, encore une fois, médicalement, ilchatiquement, et puis émotionnellement. Et puis après, problème avant le mariage, plein de questions qui sont en rapport avec des problèmes de génétique, par exemple, des filles qui ont des problèmes de génétique, ou des garçons qui ont des problèmes de génétique, qui risquent de transmettre des maladies génétiques, donc ils posent des questions, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit dire
au futur époux, qu'est-ce qu'on doit lui dévoiler, à quel moment, comment on va lui présenter la chose. J'ai honte d'en parler, est-ce que vous pouvez en parler à ma place, comment je vais lui donner confiance, qu'il ne va pas se sauver et me laisser toute seule, etc. Donc aujourd'hui, à l'Institut Poix, par exemple, on a un système de shinuchim, ok, on aide les gens à se marier, les gens qui ont des problèmes de fécondité, des problèmes de génétique, qui ont eu des cancers dans leur jeunesse, qui ne savent pas comment en parler, ils ne savent pas. On va leur poser des questions, quelles sont les réponses? Qu'est-ce que dit le judaïsme là-dessus? Si une fille, elle est à la suite de radiothérapie, chimiothérapie, elle est devenue ménopausée à l'âge de 20 ans, et qu'elle aura besoin d'un don d'ovocytes, comment elle présente ça à un garçon, comment il va poser des questions. Donc, à chaque étape de la vie, il y a ces questions, et puis après, il y a des questions qui sont des questions toutes simples, qui sont en rapport avec par exemple, la contraception, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, et puis les applications ilchatiques de la contraception sur des femmes qui ont des saignements, qui ont des taches, donc une application sur la pureté familiale. Donc aujourd'hui, l'Institut Poix, ça ne va qu'en grandissant avec les besoins du public, et puis voilà, les sujets et nous aussi, on est à l'affût de sujets nouveaux qu'on essaiera d'intégrer. Alors, ça, c'est donc l'Institut Poix à la base. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus fécondité selon la halakha, parce que Poix, c'était l'acronyme de Poix, c'est P, Vav, Ain, et L, c'était Poriout, Verefoua, et puis halakha. Fécondité et médecine selon la halakha. Je dirais aujourd'hui, c'est pas fécondité, c'est gynécologie d'une manière générale, dans tous ces aspects, urologie, vraiment dans tous les aspects qu'ils peuvent avoir avec le besoin des gens. Et puis, ces dernières années, à l'Institut Poix, on a monté une autre branche, c'est les questions de fin de vie. Parce comme on était connu comme étant un institut de référence au point de vue de l'éthique médicale, alors il y avait d'autres questions, et puis il y avait beaucoup de questions qui sont en rapport avec la fin de vie, et ça, c'est un autre monde. C'est une autre médecine, c'est des autres spécialistes, c'est des autres questions d'éthique et de halakha. Et donc, on a monté cette branche qu'on appelle Gdushat HaChaim. On a appelé ça Gdushat HaChaim pour bien dire que Gdusha, c'est la sainteté de la vie. On doit traiter de ces questions avec le fait que on a une personne là qui est vivante et on doit garder sa dignité, sa sainteté, la sainteté de la vie. Et c'est donc des rabbins, c'est un autre groupe de rabbins qui sont formés pour donner des réponses qui sont en rapport avec la fin de vie. Est-ce qu'il faut faire réanimation? Est-ce qu'il faut intuber les personnes? Est-ce qu'il faut les brancher sur des systèmes de respiration artificielle, ou bien de nutrition artificielle, etc. Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté purement à la partie technique? Alors d'abord, aujourd'hui à l'Institut Poix, en plus des rabbins comme moi qui sont formés aussi au niveau psychologique, etc., sexualité par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait un rapport bien sûr évident entre des problèmes de sexualité et des problèmes de fécondité. Si un couple n'a pas de rapport, il ne peut pas y avoir de bébé. Donc automatiquement, et puis, alors aujourd'hui à l'Institut Poix, on a des psychologues, on a tous les soirs une ligne verte où les gens peuvent téléphoner d'une manière anonyme et parler avec une psychologue ou une assistante sociale qui a été formée par l'Institut Poix, en plus de sa formation, je dirais, universitaire. Elle a une formation spéciale pour comment aborder ça au point de vue judaïsme, etc. Et puis on a une autre ligne spécifique pour les problèmes de sexualité. Et puis, on a une assistante sociale qui est sur place pour parler avec les gens. Et puis, on a des femmes aussi qui sont là pour parler avec d'autres femmes. Donc, on ne peut pas dissocier. Je vais vous expliquer. Dans le monde de la médecine aussi, aujourd'hui, il y a un grand changement. Mais dans le monde de la médecine, les médecins, ils disent, moi, je suis médecin, je ne suis pas psychologue, je suis pas... Mais en fin de compte, en face de nous, on a une personne, qui est une personne, donc a un besoin médical, c'est pour ça qu'il est venu. Mais ce besoin médical, il a automatiquement des implications psychologiques, parce que ne pas avoir d'enfant, ok, on connaît les paroles de Rachel Imenu qui dit à Yitzhak, Aval Ibanim ve'imlo meta anochi, apporte-moi des enfants, sinon je vais mourir. Donc c'est une implication psychologique énorme. On connaît Hannah, la mère de Samuel, de Shmuel, qui vient implorer à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan et qui pleure, et Élie croit qu'elle est saoule. Et là, j'ai vu une femme autant pleurer, elle s'est dit, elle a bu du vin, celle-là. Et elle a dit, mais non, j'ai pas bu du vin, je viens implorer à Kadosh Baruch Hu parce que j'ai pas d'enfant. Donc,
automatiquement, c'est une implication psychologique énorme pour une femme en tant que femme qui veut être mère et puis qui veut s'affirmer aussi sa féminité en tant que une femme qui va accoucher, qui va être enceinte, qui va allaiter. Et puis au niveau du couple, ok, ça a une implication au niveau du couple. Des fois, il y en a qui se jettent la balle. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi, c'est à cause de nous, etc. Donc automatiquement, on est obligé de gérer tout cela. Et puis il y a des implications aussi. Khas v'chalila, quelqu'un, une femme, un enfant avec des malformations, arrêter une grossesse, pas arrêter une grossesse. Alors, c'est une question de halakha d'abord. Est-ce que c'est permis ou interdit? Mais même si c'est permis, c'est pas se dire que c'est permis, que c'est tellement simple d'arrêter la vie et puis si c'est pas permis ou bien que le couple décide quand même de continuer la grossesse aussi, comment on va gérer ça, etc. Donc automatiquement on est obligé. C'est pas un dentiste. Même un dentiste, il doit avoir d'abord des affinités psychologiques parce que les gens ils viennent chez le dentiste, ils tremblent de peur. Mais bon, ça s'arrête là. Mais là, c'est une implication sur tellement de choses qui sont en rapport avec la vie, avec la pureté familiale, on est obligé de passer tout ça. Et ça, dans le monde médical, il y a un certain manque. Aujourd'hui, ça commence à rentrer, par exemple en Israël, aujourd'hui, c'est obligatoire qu'il y ait dans chaque unité de fécondation in vitro une assistante sociale qui soit présente. Mais je vais vous donner la vérité, c'est qu'il n'y a pas toujours, elle n'est pas toujours présente. Et puis elle est là pour discuter avec 5 minutes avec les gens et c'est tout. Alors que les gens ont besoin d'un suivi d'un accompagnement beaucoup plus important. Et vous n'avez que des personnes religieuses dans votre personnel? Alors, l'Institut Poix, c'est d'abord un institut de rabbinique, à la base. Mais il est ouvert à tout, au monde entier, d'abord à tout le peuple juif, et puis aussi au monde entier. On est une association. Il y a aussi des gens non juifs qui nous téléphonent, qui nous posent des questions. Alors, on est là pour tout le monde. D'abord, vous savez, la répartition entre qui est religieux, qui n'est pas religieux. Nous, ayons grandi en France et dans la communauté juive, on sait très bien que cette répartition, elle n'est pas... ok, il y a quelqu'un qui va... Il va peut-être mettre son kippa, mais il va manger que kasher, bien que Shabbat, il respecte pas trop. Il y en a un autre, il va faire que Shabbat, mais il va pas manger que kasher. Et puis, quand on arrive à ces questions-là, même quand des fois on se dit, moi je m'en fous, mais quand même, c'est quand même une question importante. Là, les enfants, est-ce que mon enfant il sera juif? Est-ce que il y a des questions, de graves questions qui sont posées. Est-ce que si je prends le don d'ovocytes d'une femme non juive, je fais une mère porteuse avec une femme non juive, est-ce que mon enfant elle est juif, puisque la judaïcité elle passe par la femme? Donc ça interpelle tout le monde. Alors la grande majorité des gens qui viennent à l'Institut Poix sont des gens pratiquants, mais c'est pas 90%, c'est peut-être 50%, 60%, et puis après il y a tout le reste de la population. On est ouvert à tout le monde. D'abord, on vérifie pas les titsiotes, on vérifie pas qu'est-ce que les gens mangent dans leurs assiettes. On est là pour tout le monde, répondre à toutes les questions, mais on reste quand même dans notre position rabbinique, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui nous téléphonent et qui nous posent des questions qui sont à notre avis totalement interdits ou bien qui ne vont pas dans le sens de la Torah, on va leur dire d'une chose avec le sourire et d'une manière gentille, mais d'une manière claire. On reste quand même un institut rabbinique. Vous avez évoqué le don de gamètes. Au vu de cette nouvelle génération qui peine à trouver son âme sœur, beaucoup de femmes justement en ont recours. Pourriez-vous nous parler du don de gamètes? Alors justement, là je disais qu'on a des positions en tant que rabbin, des positions qui sont claires. Pour nous, il est écrit dans la Torah, c'est un des premiers versets de la Torah, quand Akadosh Baruch Hu Dieu donne le commandement à Adam et Ève de procréer. Il est écrit Alken Yazov Ish et Aviv et Imo Vidabek Beishto Viu le Basar Echad. Donc il est écrit que au moment de la vie, l'homme il doit se séparer de ses parents. Ok, c'est l'adolescence, la crise, et il doit aller se tourner, trouver une femme, se rencontrer avec cette femme et faire une même chair, nous dire Rashi sur place, c'est avoir un enfant qui sera la jonction des gamètes de l'homme. Et pour nous, on considère que c'est le modèle idéal, mais je dirais même unique. Vous savez, on vit en Israël, malheureusement on connaît maintenant une guerre effroyable. Il y a des soldats qui sont très jeunes, qui sont partis, ils étaient à peine mariés, une femme enceinte, il est tombé au front,
Et puis quand on arrive à l'enterrement, tout le monde pleure. Alors tout le monde pleure parce que bien sûr il est décédé, mais aussi tout le monde pleure pour ce bébé qui va naître et qui n'aura pas de papa. Ou bien des orphelins qui vont... Alors, ce serait une tragédie. Hein. Naître dans cette situation, c'est une tragédie. La preuve, c'est qu'on considère tous que c'est une tragédie. Alors, est-ce qu'on a le droit, a priori, de créer un enfant orphelin? Pas parce que le père est mort, mais parce qu'on ne sait pas qui il est le père. Il y a des gamètes qui ont été données par un donneur de sperme. Et après, on va avoir un enfant qui va naître sans papa. Alors, on connaît Jean-Jacques Goldman, se faire un bébé toute seule. C'est les années 70. À l'époque, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est malheureusement plus révolutionnaire. Mais pour nous, ça reste quelque chose qui est, à mon avis, qui n'est pas dans le sens du judaïsme. Le sens du judaïsme, c'est d'avoir un papa, d'avoir une maman. Alors, il y a des tragédies, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui meurent dans des accidents de voiture, il y a des gens qui divorcent et le papa, il est à Honolulu et la maman, elle est à Tombouctou. Ok, je comprends, mais c'est des tragédies pour nous. Alors, est-ce qu'on a le droit de créer une tragédie dès le départ? Et même si... Alors, on considère, nous, d'avoir un père, c'est pas simplement un monsieur qui va venir une fois par mois déposer un chèque à la maison. Non, il a un rôle... D'après notre Talmud, il a un rôle de faire la Brit Mila à son fils, de faire le Pidyon Ben si c'est un premier-né. Il a l'obligation de lui enseigner la Torah, il a de lui enseigner un métier, il a une responsabilité en tant que père. On a l'obligation, on a la transmission de la Emouna, du fait qu'on est sorti d'Égypte, le fait c'est une obligation. C'est ça être partenaire avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un couple ou un enfant ensemble, on dit, il est écrit dans le Talmud, qu'ils sont partenaires avec Akadosh Baruch Hu. Il y a 3 associés pour la création d'un enfant. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Alors le père, il donne un côté corporel avec la mère, et puis Akadosh Baruch Hu donne la neshama. Mais ça s'arrête pas là. On a après une continuation qui nous oblige, qui nous implique, c'est une responsabilité, sinon il faut pas le faire, c'est de faire que nos enfants soient des gens bien, d'abord au point de vue des midot, au point de vue de la vertu, que ce soit des gens corrects, honnêtes, etc. Et puis on doit transmettre ce patrimoine extraordinaire qu'on a reçu du Har Sinaï, du mont Sinaï, avec Moshe Rabbeinu, on a cette transmission à faire. Et donc, pour nous, encore une fois, je comprends que il y a des gens qui trouvent pas aujourd'hui c'est compliqué, d'abord il faut trouver une solution à cela, trouver une solution, mais la solution c'est pas de créer, à mon avis, encore une fois, un enfant hors mariage, et encore une fois, j'ai de la compassion, c'est pas que j'ai pas ni de haine, ni de... Je comprends ce besoin extraordinaire et magnifique que les femmes veulent être mamans, c'est extraordinaire. Mais il faut trouver une autre solution. Voilà, c'est la position de l'Institut Poa. Donc on est d'accord que ce que vous affirmez actuellement, c'est qu'halakhiquement parlant, les femmes qui font appel à des instituts pour des dons de sperme, halakhiquement parlant, ce n'est pas quelque chose de recevable pour l'Institut. À mon avis, c'est pas recevable. Et puis en plus, il y a des implications qu'il faut prendre en considération. C'est que si on prend le sperme d'un juif, alors lorsque l'enfant arrivera pour se marier, il y aura une question qui sera posée, il devra aller au Beddin, et on essaiera de vérifier, parce que si, par exemple, il veut se marier avec une divorcée et qu'il est né du sperme d'un Cohen, alors il a pas le droit il est Cohen, alors il peut pas se marier avec une divorcée. Et c'est des conditions très difficiles à gérer. Alors, il y a plein de questions, si le père il est mamzer, l'enfant il est mamzer, il y a plein de questions, il pratique. J'ai même pas parlé, là, pour l'instant, j'avais parlé uniquement au point de vue, je dirais, Emouna, Ashkafa, pensée juive, comment on voit le modèle idéal de la famille. Mais après, il y a aussi des implications pratiques, alors il faut prendre ça en considération. Et le don d'ovules, parce que je sais que le Mahon Poa a travaillé avec certains instituts étrangers. Le don d'ovules. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le don d'ovules halakhiquement parlant? Alors le don d'ovules, c'est autre chose. D'abord, encore une fois, pour nous à l'Institut Poa, quand on parle d'un couple marié. Si une femme, elle veut faire une mère porteuse parce que elle est ministre en Israël, au gouvernement, et qu'elle n'a pas le temps de tomber enceinte, ou bien pour des questions idéologiques féministes, elle refuse de tomber enceinte. Je vous ai donné cet exemple parce que c'est un exemple vrai, concret en Israël, et qu'elle décide de faire une mère porteuse.
Il n'est pas question, ok. On fait tous ces problèmes-là soulèvent d'abord à la base des problèmes médicaux. Médicaux graves, on prend en considération qu'après, il y a une souffrance parce qu'il y a une impossibilité de tomber enceinte, de créer une famille, et d'avoir des enfants, etc. Donc d'abord, c'est la base. C'est pas pour des questions ni de confort, ni que ce soit... Oups. Ok, d'abord, ça, c'est la base. Après, quand on parle de don d'ovules, il faut d'abord savoir que c'est une grande discussion dans le monde rabbinique. Il y a des rabbins qui interdisent totalement. Et on en est conscient, et d'ailleurs je le dis aux gens, j'ai toujours été honnête, il y a des rabbinim qui interdisent, et vérifiez-vous avec vos rabbinim, je sais pas, à l'Institut du Poids, on va pas contre les rabbinim des couples. Si un couple me dit, voilà, moi je suis de mon rave, c'est telle et telle personne, je ne vais pas nous donner des références qui sont différentes. Et puis après, il y a certains autres rabbinim qui donnent une autorisation. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle d'une grossesse, on parle de différents facteurs qui font une jonction. On a bien sûr l'ovocyte, on a l'ovule qui est indispensable, mais une ovule sans utérus et sans une grossesse qui va durer pendant 9 mois, il n'y aura pas de bébé. Donc, c'est poser la question au point de vue du judaïsme, éthique aussi, qu'est-ce qui définit la maternité ? Est-ce que la maternité, c'est uniquement le côté génétique, c'est l'ovule ? Ou bien la maternité, c'est uniquement la grossesse, l'accouchement, le fait d'amener au monde cet enfant, ou bien c'est une jonction des deux. Alors, pour les rabbinim qui interdisent les dons d'ovules ou qui interdisent les dons les mères porteuses, pour eux, il faut que ce soit les deux éléments qui sont ensemble pour pouvoir définir la maternité. Il y a d'autres rabbinim qui considèrent, par exemple, comme l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, mais il n'est pas tout seul, il y en a encore d'autres rabbinim qui ont été sur cette position, comme d'autres rabbinim. Ils considèrent que l'ovocyte, c'est pas quelque chose qui est tellement important. Parce qu'encore une fois, un ovocyte sur une table, on peut laisser là pendant 9 mois, mettre du sperme dessus, il ne se passera rien. Mais si on a besoin d'utérus, on a besoin d'une femme qui va tomber enceinte, qui va nourrir cet enfant, qui au départ n'est pas un enfant, qui est simplement un grumeau de cellules, un amas de cellules. Il va avoir une forme humaine uniquement vers le 40e jour, 42, 43e jour de la grossesse, et ça c'est important, je vais y revenir. Et puis après, il va pouvoir se développer et uniquement pouvoir être viable à partir du 7e mois, 8e mois, et donc sans cette femme qui a porté cet enfant pendant 9 mois, il y a une impossibilité d'avoir un être humain. On peut avoir aujourd'hui dans les laboratoires, on peut faire grandir un ovocyte jusqu'à 5 jours, 6 jours, 7 jours. On arrive au stade de ce qu'on appelle le blastocyste et puis ça s'arrête là. Alors il y a je sais, certains qui parlent d'utérus artificiel, etc. On verra. Pour l'instant, c'est la réalité. Et donc pour ces rabbins, comme le Rav Mordechai Eliyahu, ils considèrent que c'est la femme qui a transformé, je dirais, l'enfant de cellules souches en des cellules humaines, un être humain, et qui va pouvoir lui donner une autonomie de vie, donc il va pouvoir vivre de lui-même. Ce sera elle la mère de l'enfant, parce que c'est elle qui lui a vraiment donné la vie. L'autre, elle a été sympa, elle a donné un ovocyte, mais bon, c'est pas plus que ça. Et en plus, il y a une autre dimension qui rentre, qui est une dimension kabbalique, qui dit que la neshama rentre dans le bébé au 40e jour de la grossesse. C'est-à-dire qu'avant 40 jours, et bien sûr dans l'ovocyte, et même dans l'embryon qui est dans le laboratoire, il n'y a pas de neshama, il n'y a pas d'âme. Il y a une âme, je dirais, il y a une vie biologique, mais il n'y a pas une vie humaine. La vie humaine, elle vient uniquement, selon notre tradition, au 40e jour de la grossesse, où l'enfant, il prend aussi une forme humaine. On peut voir aujourd'hui, grâce aux échographies en 3D, etc., on peut voir vraiment le passage du petit tétard, qui ressemble à un petit tétard à la forme humaine, vers les 40e jours de grossesse. Et donc, déjà, à l'époque du Talmud, on nous dit que c'est considéré un être humain uniquement après 40 jours. Donc, il y a des implications ilkhatiques là-dessus. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de détruire des embryons ? Une femme, elle a fait une fécondation in vitro, elle a eu, Baruch Hashem, on lui a sorti 10 ovocytes,
On lui a fabriqué 8 embryons, et puis elle est tombée enceinte. Un bébé, 2 jumeaux, des triplés, un bébé. Bon, il en reste 2, elle en peut plus. Elle décide, j'en veux plus, voilà, détruisez-moi mes embryons. Alors, donc, par exemple, chez les catholiques, c'est interdit. C'est considéré déjà comme un être humain à part entière. Et dans le judaïsme, on considère que c'est pas considéré comme être humain. Il n'est pas encore d'abord dans son état, je dirais, dans son milieu naturel de grossesse, qui est l'utérus. Et puis, il n'a pas de neshama. Et donc, on peut le détruire. On peut décider de le détruire. Alors, peut-être le mot détruire, c'est pas joli, c'est pas très politiquement correct. On va le mettre de côté, et puis de lui-même, il va se désagréger. Donc, vous voyez, c'est une implication ilchatique, et puis il y en a encore d'autres. Donc, pour ces rabbins, ce sera la mère qui sera la mère donc qui va porter l'enfant, qui sera la mère ilchatique de cet enfant, et la mère, donc c'est la mère, au point de vue de la halakha, et l'autre qui a donné nouveau site, Toda Rabba, merci. Alors, on ne va quand même pas autoriser aux enfants, on va éviter que ces enfants ils se marient avec peut-être cette femme qui a donné les ovocytes, elle a eu d'autres enfants. Il va falloir éviter qu'ils se marient entre eux pour des questions biologiques, je dirais, parce que c'est pas très sain. Mais alors, il y a une autre partie des rabbins qui, oui, mettent le point sur le côté génétique. Donc c'est une grande discussion. Et alors quand il y a une grande discussion dans le judaïsme, il y a différentes manières de réagir au point de vue des rabbins. Il y en a qui disent, oh, c'est une grande discussion, c'est compliqué. Et pourquoi c'est tellement compliqué? Parce qu'on n'a pas de source. C'est-à-dire que le judaïsme est fait parce que on a des discussions qui sont depuis des milliers d'années sur des sujets qui passent de génération en génération. Des sujets connus, et on a des références, on a un Talmud, on a une Mishnah, on a un Midrash. Bon, après, il y a toujours des nouveautés, mais ces nouveautés, on les met en relation avec des choses qui étaient connues jusqu'avant. Okay, on parle maintenant d'électricité. Donc, l'électricité, ça fait du feu. Donc, c'est en rapport avec le feu et donc Shabbat, etc. On fait des analogies, etc. D'ailleurs, c'est la source des discussions entre les rabbins qui ne sont pas toujours d'accord sur ces analogies. Mais sur ces sujets-là dont on parle maintenant, on a très peu de sources, de possibilités de faire des connexions avec des choses. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des discussions. Donc, il y en a qui disent, bon, c'est compliqué, faut mieux pas rentrer dans ce sujet-là. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, non, il faut à la fin trouver des solutions à des gens qui ont des problèmes, qui souffrent. On a une possibilité, oui, de trouver des sources. On a un certain courant de rabbanim qui vont sur 7 ans, donc on va aller là-dessus. Donc, nous, c'est plus la politique, je dirais, de l'Institut du pouvoir. Donc, vous évoluez avec la société. Donc, on évolue avec la société, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce que la société veut nous faire évoluer dans leur sens. On reste avec... et donc, on est obligé d'être tout le temps, sans arrêt, en discussion entre nous, les rabbins de l'Institut du pouvoir, et on va faire connaissance, et on va discuter avec des grands rabbanim qui voient les choses d'une manière beaucoup plus large, qui connaissent vraiment tout le Talmud, toutes les références, etc. Et qui vont nous donner, ah oui, mais là, voilà, ce sujet nouveau, voilà, il peut se référer à ça, il peut se référer à ça. Et puis après, aussi, leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Alors voilà, c'est ça. D'abord, il faut discuter sans arrêt avec des rabbins. On envoie des questions, on va les rencontrer, on les enregistre, on leur demande. On a des livres à l'Institut du Poids qu'on a publiés, toutes les réponses de ces rabbins qu'on a reçus au fil des années. Et puis au bout d'un moment, voilà, entre nous, on essaie de définir, je dirais, un fil conducteur qui soit ni trop strict, parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas de réponse à donner aux gens, ni trop cool, parce que ça va vraiment vers, je dirais, des opinions qui deviennent trop marginales. Parce que dans le judaïsme, il y a de tout. Je parle du judaïsme orthodoxe, je ne parle pas d'autres courants. Même dans le judaïsme orthodoxe, il y a toujours des limites. On essaie d'être plus ou moins placé au milieu. Alors, pour certains, on est trop libéral. Pour certains autres, on est trop strict. Et nous, on essaie d'être au milieu. Alors justement, je voudrais revenir sur un dernier point qui est, ceci dit, très important. Je sais que depuis quelques années, vous menez une campagne afin de sensibiliser les jeunes filles qui, malheureusement, avancent dans l'âge et qui peinent à trouver leur âme sœur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, sur cette campagne? Alors, c'est en rapport avec ce dont on a parlé tout à l'heure. On est dans une crise. Le monde occidental est dans une crise où il est de plus en plus difficile de trouver l'âme sœur, que ce soit les garçons ou les filles.
bien qu'on soit connecté avec des millions de personnes sur les réseaux sociaux, on a des milliers de copains qu'on n'a jamais vus sur les réseaux sociaux, mais des vraies relations humaines, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, je pense qu'on est dans une crise où les gens ne veulent pas prendre de responsabilités, ils ont du mal à faire des choix, à trancher, etc. On va pas maintenant... on est dans une crise. Donc d'abord, il faut résoudre cette crise. Et aujourd'hui, c'est pas le rôle de l'Institut Poa, bien qu'on en parle beaucoup, parce qu'on est plus du côté médical, mais certaines personnes ont pris sur eux vraiment d'essayer de changer les mentalités, de changer les modes de pensée, de faire des campagnes, voilà, comment se marier, comment trouver l'âme seule, etc., comment faire des choix, etc. Mais la différence entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a une horloge biologique. Et donc les filles sont encore plus angoissées que les garçons, dans le sens où quand elles arrivent à l'âge de 35, 36, 37 ans, elles se disent « si c'est pas maintenant que j'aurai mon enfant, quand j'aurai trouvé sauf, à la fin de mes explorations, je vais trouver, peut-être ce sera trop tard. » Alors, c'est ce qui pousse certaines femmes donc à faire des enfants toutes seules. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une alternative. On leur dit aujourd'hui, il y a une possibilité de congeler des ovocytes. Alors, Israël a été un des précurseurs. C'est pas Israël qui a inventé le système, ça vient d'Italie, où l'Italie, l'Espagne, où ils ont vraiment avancé sur ce qu'on appelle la cryopréservation des ovocytes. C'est un système nouveau qui permet de congeler des ovocytes. Jusqu'à maintenant, c'était pas possible au point de vue biologique, parce que l'ovocyte, elle est remplie d'eau, de liquide, et donc quand on veut la congeler, elle explose comme une bouteille d'eau qui est dans un congélateur. Ils ont trouvé un système de cryopréservation qui va très très rapide, de sorte que l'ovocyte n'a pas le temps de... Et donc on peut aujourd'hui préserver sa fécondité, et Israël a été un des premiers pays à légiférer là-dessus, à donner une autorisation. Maintenant c'est aussi possible en France. En Israël c'était vraiment un des premiers. Et donc on a fait tout de suite une campagne. On a d'abord demandé ce qu'en pensaient les rabbins, et puis vous voyez, il n'y a pas vraiment de problème de halakha là-dessus. Ils étaient un peu réticents en se disant peut-être qu'à cause de ça, les filles elles vont pas se marier, mais on a dit non, c'est tout à fait le contraire. Grâce à ça, elles vont se marier parce qu'elles vont mettre des ovocytes de côté, elles vont être beaucoup plus sereines et moins angoissées, et puis le futur mari il va être moins angoissé parce qu'il se dit voilà, je me marie avec une femme de 36 ans, mais elle a congelé une vingtaine d'ovocytes, donc il mire sa chaîne, des enfants on en aura. Donc en gros, pour bien expliquer les choses, c'est quoi la tranche d'âge ? D'abord, il y a une loi en Israël. Okay, quand on parle d'Israël, il y a une loi, c'est à partir de l'âge de 30 ans, on ne peut pas faire ça avant, à moins que ce soit pour des problèmes médicaux, comme je vous ai dit, une femme qui a un cancer, ou qui a une préménopause, dans ce cas-là, elle peut le faire. Sinon, c'est uniquement à plus de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Voilà, c'est la tranche, c'est la tranche d'âge. Alors après, c'est chacun, je ne dis pas qu'une femme à 30 ans, elle est obligée de courir, mais elle arrive à 33, 34 ans, médicalement. Avant 35 ans, c'est mieux. On sait qu'il y a une chute au niveau de la qualité de l'ovocyte et de la réussite dans les traitements de fécondité après 35 ans. Donc, avant 35 ans, c'est préférable. On peut, selon la loi en Israël, congeler jusqu'à 20 ovocytes. C'est pas pris en charge par ce qu'on appelle la coupatrolim, les caisses de maladie, les caisses de santé. On doit payer pour cela. Donc, entre autres, ce qu'on a fait à l'Institut Poa, c'est qu'on a un peu marchandé les prix auprès des hôpitaux en leur disant voilà, on va vous envoyer plein de gens, faites baisser les prix, et on a réussi. Et puis on essaie d'aider. On a une femme à l'Institut Poa qui s'appelle le docteur Muriel Yarchi qui est responsable de ce sujet-là. Elle accompagne toutes les filles, elle leur explique il y a certaines filles qui viennent qui connaissent même pas leur anatomie, puisqu'elles sont célibataires, elles n'ont jamais eu de relation, elles savent pas exactement de quoi on parle. Il y en a qui viennent toutes seules parce qu'elles ont de parler, elles viennent ni copines, ni parents, ni frères et sœurs. C'est un tabou, donc c'est très 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 secret. Donc elles ont besoin d'être accompagnées. Au point de vue psychologique, au point de vue médical, leur expliquer le système. Et puis parfois elles ont besoin d'être accompagnées à l'hôpital parce qu'après l'anesthésie générale, après qu'on va leur prendre leurs ovocytes, comment elles vont rentrer à la maison. Donc on a mis tout un système voilà, donc on encourage les gens à se marier tôt, mais on encourage aussi pour ceux qui sont confrontés à cette problématique de faire cela pour pouvoir après éviter des questions qui sont des questions du point de vue ilchatique et au point de vue sentimental, psychologique, du don d'ovocytes.
où vraiment, pour certaines femmes, c'est un deuil, quoi. D'accord, donc en fait, vous encouragez les personnes qui ont entre 30 et 35 ans à préserver leurs ovocytes pour que si, à la condition qu'elles rencontrent leur âme sœur, leur moitié à un âge un peu tardif, au moins qu'elles ne soient pas dans cette difficulté de pouvoir concevoir un enfant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas d'enfant d'une manière naturelle. Si Dieu veut, elle se mariera, elle aura des enfants d'une manière naturelle. Et puis après, si elle veut avoir d'autres enfants plus tard, elle pourra toujours utiliser ses ovocytes. Ils sont là, ils sont pour elle. Elle pourra toujours les utiliser de toutes les manières. Mais au moins, je dirais qu'elle a une sécurité. Alors, il ne faut pas non plus vendre du vent et mentir aux gens. Ok ? Il faut mieux se marier tôt. Qu'est-ce que pourrait vous souhaiter de meilleur pour l'avenir, Rav Benjamin ? Alors, le meilleur pour l'avenir, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous. Ok, c'est que les personnes n'aient plus de se marient tôt, que pas de problème de fécondité, ni les hommes, ni les femmes, pas de problème de cancer, pas de problème de génétique, etc. Mais on va pas se leurrer, on sait qu'on vit dans un monde qui est le nôtre. Akadosh Baruch Hu, il nous met tout le temps, il nous confronte à des nouveaux problèmes pour justement vérifier notre émouna, combien on l'aime et combien on est confiant. On est aujourd'hui en Israël le pays au niveau du taux de natalité le plus élevé de tous les pays développés de l'OCDE. Ok, là, l'Italie sur 1,2, la France sur 1,4. C'est des pays qui vont, au moins du point de vue de leur population, vont se réduire d'année en année. Nous, Baruch Hashem, on est à 3. Plus de 3 enfants par famille, on ne va qu'en grandissant. Alors pour certains, c'est une catastrophe. On arrive à une catastrophe démographique, il n'y aura plus rien à manger. Nous, on a confiance en Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu il veut, il y aura toujours de quoi à manger. Bientôt, on mangera du steak fabriqué dans des machines imprimées en 3D, etc. Il y a toujours des possibilités. Ce que j'explique aux gens, que avoir un enfant dans le monde, malheureusement, pour beaucoup, ils considèrent ça comme un égoïsme. Vous amenez un enfant pour vous faire plaisir à vous-même. Allez, nous, on n'amène pas des enfants pour nous faire plaisir à nous-mêmes. Bien sûr que ça nous fait plaisir. Mais notre modèle, c'est Hannah. Hannah, encore une fois, la maman de Samuel, elle pleure dans le Mishkan, dans le temple, pour avoir un enfant. Et elle promet à Kadosh Baruch Hu que si elle a un enfant, une fois qu'il sera sevré, elle va l'amener au Mishkan et il va servir Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Elle vient après qu'il ait 3 ans, un petit bébé, un petit garçon. Et elle va l'amener au Mishkan et il va être le serviteur de Élie, le Cohen, le grand Cohen. Et il va devenir bien sûr le prophète Samuel, qui va apporter après, c'est lui qui va oindre David Ameler, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'apporte pas des enfants pour se faire plaisir à soi-même. On amène des enfants pour réaliser la mitzvah, le commandement de Akadosh Baruch Hu d'avoir des enfants. Et puis dans chaque enfant, il y a une âme. Et c'est une étincelle divine, extraordinaire qu'on apporte sur terre, et toutes les étincelles de toutes les orgues, de tous les jeunes sur terre, ils amènent Imirtze Hashem la Géoula. Donc voilà, c'est ce qu'on va souhaiter pour le Ham Israël, qu'il y ait beaucoup de bébés, pour qu'on puisse réaliser ce qui est écrit dans le Talmud, que le Mashiach ne viendra que lorsque toutes les âmes qui sont destinées pour le Ham Israël vont descendre sur terre. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à l'Institut Poa. Amen. Merci Rav Benjamin David d'avoir accepté de nous accorder un portrait de vous et surtout de nous avoir permis de comprendre votre rôle et les enjeux qui découlent du Mahon Poa. On vous souhaite une immense hatzlacha dans tout ce que vous entreprenez, Bezrat Hashem. Amen, Kenny Ratso.